It's a terrible love, and I'm walking with spiders. It's a terrible love, and I'm walking in. It's a terrible love, and I'm walking with spiders. It's a terrible love, and I'm walking in. It's quiet company. It's quiet company. It's a terrible love, and I'm walking with spiders. It's a terrible love, and I'm walking in. It's a terrible love, and I'm walking with spiders. It's a terrible love, and I'm walking in. It's quiet company. It's quiet company. It's quiet company. And I come full of sleep. We've got to lead to hell. It takes a while to settle down. My shiver burns. Wait till the panic sounds. It takes an ocean not to break. 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 Company. It's quiet company. It's quiet company. And I won't follow you into the rabbit hole. I said I would, but then I saw your shiver burns. They didn't want me to. It's a terrible love, but I'm walking with spiders. It's a terrible love, but I'm walking in. It's a terrible love, but I'm walking with spiders. It's a terrible love, but I'm walking in. It takes an ocean not to break. It takes an ocean not to break. It takes an ocean not to break. Bonjour. Monsieur Salem. Bonjour José, veuillez activer vos caméras s'il vous plaît. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous.
Bonjour José, on est ravi de t'accueillir aujourd'hui parmi nous. Merci Bienvenue au beaucoup. Maroc, même si tu viens virtuellement. Vous venez virtuellement Oui, et vous recevoir, vous accueillir au mois de juin. Mais vu oui, les circonstances actuelles, ce n'est que partie remise. De toute façon, vous êtes toujours le bienvenu et on remettra ça pour l'année prochaine si les conditions s'y prêtent. ah, super, On c'est est gentil. aussi heureux d'accueillir avec nous aujourd'hui Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que tu es là encore avec nous? Je Ben, suis là il est là. encore, oui, il n'y a pas de problème. Ah, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. On Bonjour, remercie bonjour. Jean-Pierre parce que c'est lui l'initiateur de cette idée-là, des meilleurs ouvriers de France. Et c'est lui qui a travaillé avec moi sur cette idée-là. Et on est ravi d'accueillir aujourd'hui parmi nous euh, Monsieur José Ortega, qui est le lauréat du dernier concours des meilleurs ouvriers de France. Donc, et quand on est excellent un jour, c'est qu'on l'a été peut-être toujours. Je profiterai pour vous présenter Monsieur José Ortega qui a obtenu qui s'est engagé dans la prothèse dentaire à l'âge de 18 ans. Il était élève minutieux et sérieux. Il a obtenu son certificat d'aptitude professionnelle avec félicitations du jury et s'est installé dans la région toulousaine en 95, aussitôt marié dès l'année suivante. Donc, il a consacré par la suite 11 ans de sa vie à grandir et à fonder sa famille en accueillant deux enfants venant de Thaïlande. En Oui, 2016, il s'est inscrit pour 2 années au certificat professionnel d'études supérieures en céramique et occlusion, où il a terminé avec félicitations du jury et major de promotion. En janvier 2019, il s'est inscrit au concours Un des meilleurs ouvriers de France qu'il avait remporté pour confirmer sa maîtrise et son savoir-faire d'excellence. Aujourd'hui, il est dirigeant d'un laboratoire de 5 personnes et met à profit ses connaissances et son expérience afin de donner le meilleur au quotidien. Bienvenue exactement. aux 2 meilleurs ouvriers de France. Avant de présenter la conférence, permettez-moi de poser la question, c'est quoi, ça fait quoi d'être meilleur ouvrier de France et comment l'être déjà? Parce que beaucoup de gens croient que c'est juste un titre, mais je pense que c'est des mois et des années de travail. Le titre, c'est juste une concrétisation d'un long parcours. Je vous donne la parole, M. Ortega. Par la suite, je la donnerai à M. Jean-Pierre, comme il est toujours jury dans le Le concours des MOF. concours. Bonjour, M. José. La parole est à Ok. vous. Écoutez, le concours des MOF, c'est un travail de longue haleine. Et pour ma part, j'ai commencé en 2013. J'ai commencé à 2013 à commencer à m'y préparer et à améliorer toute ma technicité. Et c'est se rapprocher le plus possible de la nature et perfectionner sa technique. Et quand on s'engage dans le concours après, on a environ du début de l'inscription jusqu'aux épreuves finales, il y a quasiment ouais, 1 an et demi qui se passe, presque deux, entre les sélections et ensuite on a 1 an où on reçoit les travaux à réaliser et on a 1 an pour réaliser les travaux au laboratoire. Et ensuite, c'est de la session dernière, on avait une, une, une autre, un autre morceau où on se retrouve en loge et on va effectuer des travaux avec le jury qui est autour de nous. Un petit peu comme à l'image des concours gastronomiques où on fait la cuisine et puis on a le jury qui va juger ça à la fin. Donc on avait, je crois, 4 jours pour réaliser, ou si je me rappelle bien, 4 jours pour réaliser une émi-arcade. 2 jours, ah oui, 2 jours on avait, Jean-Pierre. 2 jours. 2 jours pour réaliser une émi-arcade à l'identique, hein, en anatomie. Et puis on avait une couleur imposée. Et puis voilà, il fallait s'adapter dans un nouvel environnement et réaliser nos travaux les plus parfaitement possibles. Donc c'est un long travail, c'est un long travail. Et c'est beaucoup de sacrifices au quotidien. J'ai passé une année où j'y ai passé tous mes week-ends, toutes mes vacances et tout mon temps libre. Et pour le cas numéro 1, le sujet A, je sais, j'ai compté pile poil. Hein, j'y ai passé 1300 heures sur le sujet A. 1300 heures de travail. De manière à rendre quelque chose de le plus parfait possible. D'accord. D'accord. Voilà. Salut Jean-Pierre.
Et voilà, coucou. Salut. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à votre Alors, tour? écoute, simplement, tu sais, je viens d'écouter ce que vient de dire José. Oui, Je voudrais quand même juste mettre un petit commentaire supplémentaire par rapport à ce que vient de dire José. C'est que le travail que vient de faire José pour faire son concours de meilleur bruit de France et pour être meilleur bruit de France, c'est déjà un travail de titan. Parce qu'en fait, c'est vrai que les sujets sont toujours un petit peu compliqués. Et puis, il faut placer ça au milieu de son quotidien. Mais il faut quand même savoir une chose qui honore encore plus José, c'est qu'il a réussi son mémoire de CPES, c'est-à-dire c'est un travail pendant 2 ans, c'est ce qu'il va vous montrer. Donc, il vient de faire un travail gigantesque par rapport à la conférence que vous allez voir, et il a enchaîné direct derrière le concours de meilleur bruit de France. C'est juste un ovni, c'est quelqu'un qui ne vit pas sur la même planète que nous, je crois, pour arriver à faire ce qu'il a fait. Donc, il faut avoir beaucoup de respect parce que ça, je pense que ce sera sûrement le seul qu'on connaîtra et qui aura fait autant de travail en si peu de temps. José, je te remercie pour ton investissement dans cette profession et ce que tu en Ah, donnes. Tu es un grand, grand monsieur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. merci Jean-Pierre, j'en suis gêné. Non, mais j'ai vous mis êtes tout mon cœur un dans. grand monsieur. Et Jean-Pierre est un ami de longue date. Je sais que c'est un grand monsieur, c'est un seigneur avec un grand cœur. Oui, Ouais, c'est trop gentil. Donc, aujourd'hui, José va nous présenter une visioconférence sur le protocole en zircone céramique oui, et ses comparatifs. Donc, l'introduction de la zircone dans le domaine dentaire a élargi les possibilités de la conception et de l'application des restaurations tout céramiques. Les propriétés mécaniques de la zircone combinées avec la procédure de fabrication de la CFAO ont permis la production de restaurations importantes et complexes. Toutefois, l'utilisation de la zircone semble poser un certain nombre de problèmes quant à la pérennité des prothèses. Afin de mettre en évidence les échecs de fracture du matériau de recouvrement associé à la zircone, l'étude qu'a menée M. Ortega portera sur des tests à l'arrachement sur diverses céramiques et avec diverses préparations et cuissons. Elle portera également sur des tests à l'écaillement afin de vérifier les conséquences des épaisseurs de cosmétiques, des cuissons et de la forme de l'armature qui assure le soutien de la céramique esthétique. oui. Monsieur Ortega, merci encore d'avoir accepté Merci à notre vous. invitation. C'est un honneur et un plaisir pour nous. On vous écoutera avec grand plaisir. Je coupe ma caméra et mon micro et je suis pas loin en cas de besoin. Très C'est à bien, vous. merci beaucoup. Je Merci vais à vous. partager mon écran là. OK. Voilà, je pense que là on est bon. Tout le monde a. Parfait, les amis. Bon, bienvenue à. Je suis très honoré d'être parmi vous et puis j'espère avoir l'occasion très prochainement de venir chez vous et de découvrir votre pays que je connais pas, Moi, je suis quelqu'un qui est issu de l'immigration et je suis d'origine portugaise. Et ma maman est portugaise et mon papa aussi. Et je suis issu de l'immigration, donc d'une famille plutôt modeste, pour pas dire pauvre, mais plutôt modeste. Mes parents avaient une faible éducation, mais ils avaient cette capacité, cette force de travail qu'ils m'ont transmise. Alors, on va parler aujourd'hui des protocoles en zircone céramique. Alors, ce travail-là, il m'a demandé 2 ans. 2 ans de travail acharné pour comprendre la résistance des matériaux. Mais avant ça, je vais vous parler de ce que je ne vais pas parler. On ne va pas ici parler de bridge préto ou de grosses reconstitutions en zircone. Ce genre de cas que j'ai réalisé, là, ce sont des monolithiques zircone avec une stratification céramique. Je vais mettre mon pointeau laser, voilà. Donc, on a une stratification céramique, et puis ici, ce sont des monolithiques qui ont été colorés et qui ont été maquillés. On a fait beaucoup d'aquarelles sur ces dents-là. Et ce genre de travaux, avec des masses de zircone aussi importantes, elles demanderont toujours une montée en température lente, une stabilisation et un refroidissement très lent. Et là, notre priorité,
ce n'est pas d'améliorer l'accroche de la céramique, qui sera correcte, mais c'est surtout de protéger le matériau zircone qui, lui, n'acceptera pas un choc thermique quelconque. Donc voilà, on ne va pas en parler de ça. Par contre, on va parler de ça. Ça, c'est ce qu'on fait au quotidien. C'est des bridges 3 éléments sur zircone, des petites unitaires, des bridges complets sur dents naturelles. Et dans ce cas-là, on va parler de ce genre de travaux-là. Pour comprendre la résistance des matériaux et pour faire des prothèses qui soient pérennes, avant de parler de la résistance des matériaux, je voudrais vous dire, on va parler de la fonction et de l'équilibration. Alors, l'équilibration de nos prothèses, elles sont primordiales. Il y a 3 types d'équilibration. Il y a une équilibration statique dans cuspide fosse. Il faut qu'elle soit équilibrée. Ensuite, on a une équilibration fonctionnelle, masticatoire. Celle-ci est primordiale. Je crois que c'est la plus importante. Et ensuite, on a l'équilibration de latéralité et de propulsion. Et c'est celle-là qui peut être la moins importante, mais qui l'est toujours. Donc ici, moi, je vous montre ici tous les outils. Alors ça, c'est les outils que j'utilise moi parce que je travaille beaucoup avec Zirconzane. Donc on a des systèmes d'enregistrement pour avoir toute l'anatomie et les angles du patient. Ensuite, tout ça, on va numériser le patient. Et ensuite, toutes ces données-là, avec Zirconzane, on va usiner une pièce qui va me permettre de rentrer toutes ces données numériques en analogique. Ça, c'était la première chose, de bien cibler nos mises en articulateur et nos équilibrations, importantes pour la pérennité de la prothèse. Ensuite, chez Zirconzane, alors peut-être d'autres logiciels le font, moi je ne connais que celui-ci, il nous préconise entre deux piliers, le logiciel va me dire exactement les millimètres carrés dont j'ai besoin pour que j'ai un bridge qui soit résistant. Et ensuite, il va me dire également l'épaisseur de ma chape. Car les millimètres carrés de connectique plus l'épaisseur de la chape va faire la résistance de l'ensemble. Imaginons une connectique importante avec une faible épaisseur de chape, c'est la chape qui cédera. Donc, c'est quelque chose de très important d'avoir cette donnée-là. Voilà. Et maintenant, on va partir sur les tests à proprement parler. Donc, on a compris qu'il fallait avoir des armatures qui soient costauds et bien conçues et les équilibrations importantes et les mises en articulateur. Donc, la question qu'on s'est posée, que je me suis posée, c'était est-ce que la zircone est-elle fragile? Ensuite, on se demandait est-ce que c'était un matériau d'avenir? Je dis non parce que vous allez comprendre après pourquoi. Alors, il y a eu beaucoup de publications sur ce genre de travaux. Donc, le but de mon mémoire, c'était de comprendre et d'analyser et de rechercher des solutions pour ne pas avoir de casse en zircone ou de chipping. C'était le souci numéro 1 que l'on avait. Alors, on va d'abord comprendre ce qu'est la zircone. Alors, il y a plusieurs nominations de la zircone et on va se rendre compte ici qu'elles ne sont pas pareilles. Et quand on parle de zirconium, c'est une chose. Quand on parle de zircon, c'en est une autre. Et quand on parle de zircone, c'en est une autre. Alors, certains me disent que la zircone, c'est un métal ou un métal blanc. Ce n'est pas vrai. La zircone, elle est en premier lieu. Le zirconium, c'est un élément métallique, oui. Mais ce n'est pas le matériau sur lequel on travaille. On ne travaille pas sur le zirconium. On travaille sur la zircone. Le zirconium, ça serait, si on devait comparer, ça serait le sable. Et la zircone, ça serait le résultat de la cuisson de notre sable pour devenir du verre. Donc la zircone, c'est le verre. Le sable, c'est le zirconium. Ensuite, on a le zircon, qui lui est un silicate de zirconium, qui est très différent de la zircone. Et ce sont des cristaux de pierre fine que l'on utilise dans la joaillerie, dans la bijouterie. Et ensuite, on a notre zircone à nous. Et notre zircone à nous, c'est du ZrO2, c'est une céramique technique. Donc, on se rend bien compte là qu'on a un matériau transformé du zirconium et qui devient une céramique technique.
Alors, le zirconium, il ressemble à ça. On voit un petit peu. C'est un élément métallique. Donc, il y a en grande quantité sur notre planète. Ensuite, on a le zircon, le ZrSiO4. Donc, il est composé chimiquement du zirconium. C'est un silicate de zirconium, très différent de la zircone, et c'est sans des cristaux. On voit à quoi ça ressemble. Et avec ça, on fait des bijoux. Et ensuite, on a notre zircone à nous. Alors, notre zircone à nous, elle se présente en 3 phases. On a une phase ambiante, monoclinique, qu'on n'utilise pas. On utilise celle-ci, la tétragonale, pour les armatures. On parle bien d'armature ici. Et ensuite, on a une autre phase, la phase cubique, qui, elle, donc c'est en montant en température cette phase-là, tétragonale, on la monte en température à 2370 degrés et on obtient une zircone cubique qui ressemble à ça. Voilà à quoi ressemblerait notre zircone du quotidien si on la montait en température à 2370 degrés. Donc on comprend. Ici, on a une monolithique zircone. Elles sont translucides parce qu'on les dope en yttrium et on les amène un peu plus vers la phase cubique. Alors, elles ne sont pas transparentes, hein, mais on y va un tout petit peu de manière à les rendre plus translucides. Alors, voilà comment va se décomposer ma présentation. On va déjà comprendre ce que l'on connaît, ce qu'il existe. Donc, on va faire un état des lieux, un état de l'art. On va comprendre, enfin, on va parler des propriétés de la zircone. J'ai une étude de Rink et de ses collaborateurs qui parle des survies des bridges céramo-zircone. On a une étude de Popièche qui nous indique quelques origines de l'écaillement. On va voir une étude du Certon qui va nous parler des forces masticatoires et elle va être primordiale pour notre étude. Et ensuite, on va sur l'état de l'art, avoir une conclusion sur les points communément acceptés dans notre métier. Et on va voir, ce que l'on fait ou ce qu'on faisait au quotidien jusqu'à présent. Ensuite, on va avoir notre expérimentation. On va faire des tests à l'arrachement pour voir la liaison zircone-céramique, ce que l'on peut améliorer et à quelle force elle tient. Et on va faire un test à l'écaillage. On va essayer de faire des échantillonnages et on va se rapprocher un peu plus de la réalité et voir d'où peut provenir cet écaillage et est-ce que la liaison va minimiser ça ou pas, on va le comprendre. Et ensuite, je vais avoir 2 conclusions. Une conclusion qui va être elle va avoir des valeurs, on va avoir des valeurs qui vont montrer la conclusion. Puis je parle d'une conclusion subjective parce que celle-ci, je ne peux pas la quantifier. Mais par contre, on va pouvoir la visualiser. Alors, la propriété de la zircone, on sait que mécaniquement, elle a une résistance à la flexion de 1000 à 1400 mégapascales. Le métal, comparativement, lui, on est entre 300 et 800 mégapascales de dureté, de résistance à la flexion. La dureté de la zircone est à 1200 Hz, comparativement, le cobalt est à 336 Hz. Et la ténacité, c'est un point important qu'on va voir tout à l'heure, c'est la résistance à la propagation des fissures. Et c'est un élément qui va être important dans notre étude. On va voir que la résistance à la flexion, c'est quelque chose d'important, mais la ténacité, elle est presque primordiale. Donc, on a sur la zircone une biocompatibilité supérieure et elle est chimiquement inerte. Et c'est un faible conducteur thermique et c'est ce qui a fait que on a eu tendance à vouloir, alors pour des grosses masses, oui, mais pour des petits éléments quotidiens, de monter lentement en température parce qu'on veut que ça soit bien cuit au cœur et qu'il y ait une bonne liaison. Et on a même eu cette idée d'augmenter nos premières cuissons de washbrand ou de connectique ou de connexion pour améliorer cette accroche. Et on va voir si c'est opportun ou pas de faire ce genre de choses. Et la zircone n'a aucun effet galvanique. C'est quelque chose qui est extrêmement intéressant. Alors la ténacité. Alors la zircone, elle a une particularité, c'est que lorsque on a une amorce de fissure, la zircone autour, elle va changer de phase et les grains de zircone vont gonfler. Et en gonflant, ils vont empêcher la fissure de se propager et de continuer. D'où une ténacité élevée pour la zircone.
En comparaison, on va regarder par exemple une vitrocéramique. Elle est à 1,77 de ténacité. On va voir la zircone, elle est à 10. Alors les zircones en général, elles sont entre 10 et 12 de ténacité, qui est un élément très intéressant et très élevé, donc une résistance accrue. On va voir que la céramique feldspathique, on est à 1,60, très faible, très très faible. On peut regarder aussi par exemple sur l'IMAX, bon, peut-être ça c'est intéressant aussi, on voit que l'IMAX CAD, elle est à 2,25, on va la presser, elle sera un peu plus résistante. On aurait peut-être eu tendance à croire que l'IMAX CAD était plus résistante, mais non. En fait, ils les ont rendus un peu moins tenaces pour pouvoir les usiner plus facilement. Et nous, à la pressée, on a légèrement une ténacité plus élevée. Ensuite, voilà, on va parler de ténacité. Ici, on a quelques marques de zircone. On a Aconia. Moi, j'avais testé la Sagemax et j'avais été étonné de faible résistance. Et puis, Dental Direct, je ne connais pas. Mais ici, ce qui est intéressant à voir, c'est ça. On a une résistance à la flexion sur l'Aconia, par exemple, de 1350 mégapascales, ce qui est élevé, qui est très intéressant. Et on a une ténacité, donc on a vu une résistance à la propagation des fissures et à céder sous la charge, de 12, ce qui est excellent. Moi, les miennes, elles sont de 10, et j'utilise la zircone de chez Zirconzad. Et j'avais testé celle de Sagemax parce que c'était une zircone numéro 1 aux États-Unis. Je me suis dit peut-être qu'ils ont des excellents produits. 1370 mégapascales de dureté, je me dis excellent, comparativement à celle-ci. Par contre, une ténacité de 5. Et là, je me dis, là, c'est dangereux. Et j'avais fait des tests et je m'étais rendu compte que la Sagemax, malgré une donnée de 1370 mégapascales de résistance à la flexion, j'avais remarqué qu'elle cassait. Elle avait une résistance moindre. Et j'ai compris que la ténacité était primordiale. Jean-Pierre nous a expliqué comment les zircones et les blocs de zircone étaient réalisés. Et c'est ça qui fait la différence. Et il y a autre chose qui fait la différence, c'est que la poudre zircone, elle vient quasiment du même endroit, de chez Toso au Japon. Et puis ensuite, cette poudre, on dirait de la farine, hein, elle arrive dans les usines, dans les fabriques, et dans le monde entier. Et puis ensuite, chaque usine, ça va être le groupe Zirconzad, ça va être Sagemax, ils vont y rajouter des additifs. Et ensuite ils vont les presser. Comme Jean-Pierre vous a indiqué la semaine dernière, ils vont vous les presser de différentes manières et de différentes pressions. Alors en uniaxial ou en isostatique et avec des adjuvants différents. Et c'est ce qui va en finalité faire la différence de ténacité. D'où l'importance de bien choisir sa zircone. La zircone, si elle est bien choisie et si on conçoit bien les armatures, ça ne casse pas. Ce qui casse, c'est le cosmétique, c'est les chippings qu'on peut avoir. Ça casse très rarement. Alors, l'étude de Rink et de ses collaborateurs nous parlait des survies des brides de céramo-zircone. Donc, avant 2016, donc la zircone apparaît. Voilà ce qu'on avait constaté, c'est que les fractures des infrastructures, donc des armatures zircone, avaient un taux de survie de 92 à 100% sur une période observée de 1 à 5 ans. Donc on s'est dit, super, c'est un bon matériau et ça résiste très bien. Après on s'est lancé dans la zircone en se disant, c'est un bon matériau. Et puis après, on a commencé à avoir quelques déboires. Et à partir de 2006, on a commencé à prendre en compte plus les fractures des armatures, mais qui étaient plutôt rares, puisqu'on l'avait constaté en 2006, on a commencé à constater les écaillages, l'écaillement, les chippings qu'on appelle. Et là, on est passé d'un taux de survie à 54% sur une période d'1 an. Et là, la question se pose, est-ce un matériau d'avenir? Alors, le matériau zircone, oui. Le cosmétique, c'est sur ce quoi il faut qu'on travaille. Et c'est comprendre l'association des deux et pourquoi il existe des chippings et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Donc, une étude de Popièche, elle nous donne un aperçu sur son étude sur l'origine de l'écaillement, selon lui. Et Popièche, alors je ne sais pas si c'est un dentiste ou un ingénieur allemand, mais voici les conclusions qu'il a tirées de ses études.
Donc, d'où pouvait venir l'origine de l'écaillement, de l'écaillage? Donc, alors, pour lui, ça peut venir de l'usinage manuel de la zircone. Donc, l'usinage manuel de la zircone, une fois que c'est sintérisé. Le problème, lorsqu'on travaille la zircone après sintérisation, c'est que si on n'utilise pas des bonnes fraises ou si on va chauffer la zircone, on va changer la phase de la zircone. Elle va passer de la tétragonale, elle va aller vers la monoclinique. Et elle va avoir un CDT qui va être différent. Et le fait d'avoir un CDT différent, on va avoir une accroche de la céramique qui va être moins bonne. Donc voilà pourquoi il parlait de l'usinage de la zircone. Ensuite, le sablage de la zircone, qui aura le même effet, c'est d'attaquer en surface et de changer la phase de la zircone et de changer son CDT, son coefficient de dilatation thermique. Et il faut qu'elle soit compatible avec notre céramique pour que l'on n'ait pas de problème. Ensuite, le profil des cuissons. Donc là, on parle des profilements, des profils de cuisson, des montées en température, lentes ou pas lentes, des stabilisations, des refroidissements. La compatibilité entre les CDT, donc ça c'est important, et on a vu que ça peut avoir une influence. La conception et réalisation de l'infrastructure. Donc nos armatures, est-ce qu'elles doivent avoir du soutien, pas du soutien? On va le comprendre. Est-ce qu'elles doivent être épaisses, pas épaisses? On va le comprendre. Les charges occlusales et équilibration in situ. Donc ça, c'est ce qu'on a vu au tout début, l'importance de nos équilibrations, de nos mises en articulateur et de toute la fonction que l'on va recréer lorsqu'on va travailler sur nos articulateurs. Alors, ici, on va parler, donc j'ai cette étude-là, sur les forces masticatoires selon le CERTOD. Et le CERTOD, c'est la Société d'études de recherche en thérapeutique sur l'occlusion dentaire. Donc ça va être un élément important qui va nous suivre tout le long de notre étude. Donc, on va essayer d'avoir des matériaux qui résistent le plus possible aux forces les plus fortes possibles. Donc, on a compris, on sait qu'à 80, alors ça, ce sont des moyennes, et ce sont des moyennes données pour la mastication postérieure. Antérieure, on est un peu plus faible, mais on est entre 80 et 120 kg force par centimètre carré au cours de l'effort, du bruxisme et du stress. On est à 50 kg force par centimètre carré au cours de la déglutition, et on est à 25 kg force par centimètre carré au cours de la mastication. J'imaginais, moi, la mastication qu'on exercerait une force beaucoup plus grande, et puis non. Finalement, c'est au cours de l'effort, du bruxisme et du stress. Ici, ce qui est intéressant de voir, donc on a des forces en kilogrammes force. Je les ai converties en newton. Toutes les données qu'on va avoir sur nos tests, on va les avoir en newton. Et il faut qu'on relève cette valeur-là, 1176 newtons par centimètre carré. Ça, c'est important à retenir. Et c'est notre référence. Voilà le minimum que l'on doit avoir de résistance pour essayer. Et si on pouvait avoir plus, ça serait encore mieux. On sait qu'on serait au-delà de 120 kg force. Mais là, on est à 1176. Alors, les points communément acceptés dans notre profession, quelles sont-elles? Donc, on sait qu'il faut assurer 10% de différence de coefficient de dilatation thermique entre la céramique et zircone. Il nous faut, alors ça c'est sur les points communément acceptés, on nous préconisait de sabler l'extrado, donc l'extérieur des armatures, à 50 microns à 2 bars. Ça c'est ce qu'on nous préconisait et on va voir si cela est opportun ou pas. Ensuite, éliminer au maximum les défauts présents à l'interface, donc à la surface. Éviter de surchauffer la zircone à plus de 850 degrés. Voilà. Donc ça, ce sont les points communément acceptés. On va voir après si c'est opportun ou pas. Ça, je suis parti sur cette base-là, et c'est la connaissance que l'on avait au moment où j'ai fait cette étude. Et adapter les montées en température et stabilisation selon les masses de zircone. Voilà ce que l'on savait. Donc avec ça, je vais partir faire mes tests. Donc, on savait aussi, alors sur les tests, on sait que selon le poids de la zircone, on a préconisé des montées en température. 55, 45, 35, 25, selon 1 gramme, 1 gramme 2, 3 grammes. Ici, nos échantillonnages
ici, on voit mes petites, on va voir comment je les ai construites. Hein. Mais ici, moi, mes barres de zircone, elles faisaient 3 grammes. Donc, idéalement, si on devait suivre ce tableau, on devrait cuire à 35 degrés minutes. Nos céramiques, je les ai cuites selon le protocole fabricant. Par contre, j'ai réalisé à 45 degrés minutes de montée en température. Et j'ai fait une stabilisation de 2 minutes. Et les refroidissements se font sur 6 minutes d'ouverture de cloche. Alors, moi, j'ai des fours de chez Ivoclar, je mets CSP et ça me fait une ouverture lente et elle dure 10 minutes et ça fait un refroidissement de 6 minutes d'ouverture de cloche. Ce n'est pas un refroidissement lent dans l'enceinte du four et avec des refroidissements en température dans l'enceinte, attendre que 300 degrés et puis commencer à ouvrir. Non, non, là, ça arrive à température. En cuit, je ne sais pas, ça dépend des marques de céramique, mais arriver à 850 degrés, et ça va commencer à ouvrir délicatement, et ça va mettre 6 minutes à ouvrir. Voilà le protocole qu'on a réalisé. On va voir qu'on a de bons résultats. Donc, tous les tests, je les ai faits au laboratoire, hein, et donc, tout a été fait manuellement, comme on travaillerait quotidiennement. Hein. Et ensuite, nos échantillons. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nos échantillons, on va comprendre comment ils sont faits. J'ai réalisé, pour chaque valeur que l'on va déterminer, j'ai réalisé 5 échantillons. 5 échantillons pour donner un résultat. Sur les 5 échantillons, lorsqu'on est parti dans le centre d'essai mécanique, alors on est parti chez SGS, Cercobam, donc ils ont été créés en 1987, et donc ils sont adossés au groupe SGS depuis 2012. Alors, ils sont leaders mondiaux de l'inspection, la vérification et l'analyse et la certification. Leur domaine d'intervention est sur l'automobile, ils travaillent pour Renault, Renault PSA, pour l'aéronautique aussi, pour Airbus, ils travaillent, et pour le médical et le ferroviaire. Et quand je leur ai proposé, enfin, je leur ai demandé de leur aide pour mes échantillons, c'est eux qui m'ont préconisé 5 échantillons pour valider un test. Et sur les 5 échantillons, on allait retirer la valeur la plus haute, on va retirer la valeur la plus basse et on va faire la moyenne des 3 restantes. Et c'est les valeurs que l'on va donner. Donc, ce groupe SGS, il est accrédité par la COFRAC. Alors, chez nous, la COFRAC, c'est un comité français d'accréditation qui a été fondé en 1994 par les pouvoirs publics. Et la COFRAC va inspecter les lieux de test ou ce genre de centre d'essai mécanique et voir si leur test est conforme et valide, si ce n'est pas biaisé, s'ils ne vont pas faire des choses qui ne sont pas très, très correctes. Donc, ils sont accrédités par la COFRAC. Donc, à chaque test qu'on a réalisé, on avait 2 ingénieurs qui étaient présents pendant le test et qui validaient les tests et signaient nos échantillonnages et nos tests à chaque test. Il y a autre chose qui est important ici, c'est que ces tests-là ont été financés par mon laboratoire. Alors, cette étude, je l'ai menée avec un maître de mémoire, je vais vous le présenter tout à l'heure, et mon maître de mémoire me disait, on peut essayer de demander de l'aide à GC, à Ivoclar, ou des partenariats. Mais mon maître de mémoire, Jackie Pénard, me disait, José, si on fait cela, on ne sera pas libre de nos résultats. Et ce qui est important ici, c'est d'avoir des résultats et d'être libre de donner les résultats tels qu'ils sont, sans essayer de favoriser les uns ou les autres. Donc voilà comment on a réalisé les échantillons. Donc ici, on a fait des petits cylindres en zircone. Et ici, on a fait des petits cylindres en cire. Donc, on va avoir nos cylindres, on va avoir nos cires. Voilà, ils sont ici. Et ici, sur ces cylindres, là, c'est une cylindre zircone, j'ai fait une maquette sur une accroche de 1 cm. Il y a ici, toute la longueur, il y a 1 cm² autour du cylindre. Et cette partie-là va reposer, elle est perforée, ça va venir glisser dans la perforation, et on va avoir la céramique qui va reposer sur ce socle métallique. Et on va voir, là c'est une maquette, mais ça va être la céramique après. Et ensuite, on va venir comprimer, et on va voir
quelle résistance va mettre la céramique pour casser autour de 1 cm². Et c'est les valeurs qu'on va avoir en newton. Donc ici, j'ai fait ma maquette, j'ai fait un duplicata, et puis il ne me restait plus qu'à remplir de céramique. Et alors, j'en faisais 5 échantillonnages de la même manière, avec le même protocole. Et alors, on va voir lesquels. Et puis ensuite, je cuisais au centre de mon réfractaire, et je cuisais mes 5 éléments de la même manière. J'ai fait ça pour la zircone, on a fait la même chose pour le métal. Et ensuite, une fois que mes échantillonnages étaient cuits, je suis venu avec cette fraise sur le parallélisseur. Comme c'est la surface qui va reposer sur mon métal, on le voit ici, il faut qu'elle soit complètement plane. Il faut que ma céramique repose complètement sur cette surface plane. Lorsqu'on va comprimer, il faut que ça soit en appui sur toute la surface. Cette étape-là est primordiale. Et cette fraise-là, je l'ai changée tous les 5 éléments, de manière à avoir un angle parfait. Ensuite, c'est une étape que on va y revenir dessus. Elle est primordiale, elle est importante, et en même temps, elle m'a permis de constater des choses intéressantes que je vais vous montrer après. Donc voilà, une fois qu'on a réalisé tous nos échantillonnages, voilà. On a nos 5 échantillonnages avec différentes marques de céramique. J'en ai testé 5. 5 céramiques. J'en ai testé une sur la céramo-métal, pas en comparaison, et puis 5 en céramo-zircone, puisque c'est ce qui nous intéressait. Donc voilà nos 5 échantillons. Donc on va retirer la valeur la plus haute de ce qu'on va avoir comme résultat de test. On va retirer la valeur la plus basse et on va faire la moyenne des 3 restantes. Et voilà ce que ça donne. Donc ici, on a fait test à l'arrachement sur le chrome cobalt. Sur nos cylindres en métal, ça c'est la fin de nos tests, une fois qu'on les a, on a pressé, puis on a eu les résultats de la force de pression et d'arrachement. Donc on voit que sur le métal, on a 10 échantillons, parce que ici on a 10 tests. On a voulu tester en même temps que l'on testait les forces de résistance pour le métal, voir si le bonding est un élément que l'on utilise pour pallier au CDT. Ça faisait un petit peu comme un tampon. Et ça permet, si le métal est un peu juste, ou de pallier notre céramique et d'avoir une accroche. Bon, mais beaucoup de personnes me disaient, quand tu passes un liant, tu diminues énormément l'accroche. Et je me suis dit, ça me permet de voir sur 10 éléments et voir où est-ce qu'on en est avec ces bondings. Est-ce qu'ils sont vraiment utiles? Moi, je les ai toujours utilisés. Donc, parce que ça me sécurisait, je me disais avec ça, au moins, le problème de CDT il va être minimisé. Si je ne suis pas pile poil à 10%, s'il y a un petit peu d'écart, bon, on va voir. Donc, on a vu. Voilà les résultats. Donc, la référence que l'on a, c'est 1179 newtons. Ici, on arrive à métal céramique. J'ai utilisé la GC. Donc, on a utilisé un bonding plus un opaque. Donc, c'est celle-ci. On est à 2439 newtons, largement au-dessus des forces masticatoires. Et lorsqu'on n'utilise pas le bonding, ici sur la GC, je suis légèrement plus, mais très légèrement plus. Donc, on se rend compte ici qu'avec 10 échantillons, on arrive à avoir une moyenne qui est cohérente. On se dit, bon, les tests marchent, ça fonctionne, on a des résultats qui paraissent cohérents. Pour comparer ici le métal, le meilleur résultat que j'ai obtenu avec la céramo-zircone, elle est à 1967 newtons. Alors, on n'est pas dans la même équivalence que le métal, mais on a une valeur intéressante. Mais pour arriver à ce résultat-là, il va falloir oublier nos croyances, oublier ce que l'on pense des cuissons et ce que l'on doit faire. Et pour arriver à ça, on va voir qu'il y a des protocoles bien particuliers. Donc, on a compris que l'adhésion sur le métal est plus performante que la zircone. Alors, on pourrait dire, bon, le métal est mieux, on a compris. On va voir quelque chose d'intéressant, c'est que cette tendance-là, aujourd'hui c'est le métal, là, on va voir qu'en finalité, cette tendance-là, elle va s'inverser. Alors, on est parti sur nos armatures, donc on a suivi les protocoles communément acceptés. Donc, ce qui était communément accepté, c'était de sabler 50 microns à 2 bars et de faire une surcuisson pour adhérer notre céramique. Et là, on va voir, on s'est dit, est-ce que la surcuisson, ou le wash brand, est-ce que ça favorise l'accroche? Donc, on a vu, on a fait le test, donc on a sablé,
Là, on a Noritake. On a sablé. On a utilisé Noritake. On a utilisé la céramique de connexion de chez Noritake. On a un résultat de 1195 newtons. Notre valeur de référence est là. Bon, c'est un peu juste, c'est un peu juste. On va surcuire. On va améliorer l'accroche en surcuisant. De 930, on passe à 970, plus 40 degrés. On n'a pas amélioré. Bon. On va dire, on va essayer avec notre céramique. On va essayer avec l'IMAX. On va utiliser le Zierliner. On va prendre, donc on va la sabler. On va utiliser le Zierliner, 960 degrés. Et on va voir quel résultat on a. 1115 newtons. Là, on est vraiment en dessous des valeurs que l'on souhaiterait avoir. Bon, on va voir est-ce qu'on va améliorer les choses en surcuisant. Donc, on va augmenter de 40 degrés. Le Zierliner, on va passer à 1000 degrés. Et on voit que lorsqu'on a dépassé 960 degrés, on passe à 1000 degrés, on n'améliore pas, mais on arrive même à dégrader considérablement. Le fait d'augmenter la température, de dépasser 960 degrés, ça devient dangereux. Et c'est intéressant aussi, on va le voir plus tard, sur les cuissons de remogénéisation. On va voir que ce n'est pas forcément une bonne chose. Et on le voit, et ici, on a cette tendance, on a quelque chose à comprendre ici. Ensuite, on a utilisé la GC, pareil, on l'a cuit. Alors, on va voir ici, on voit ici que la température de fusion, ce n'est pas ce qui donne les résultats optimaux. Ce n'est pas la cuisson la plus haute qui va nous améliorer l'accroche à la zircone. Alors qu'on pourrait le croire, non. On voit ici, par exemple, on est sur la GC, donc on a utilisé la cuisson de connexion. On a sablé 880 degrés, on est à 1053. Lorsqu'on augmente de 40 degrés, on a de nouveau, on a une perte d'accroche. Donc, on a compris que la surcuisson ou le wash blanc, ici, on n'a pas constaté de gain sur les surcuissants. Par contre, on a aussi vu qu'on a une forte perte d'adhésion au-delà de 960 degrés. Donc là, on comprend, surcuisson, pas intéressant. Bon. Maintenant, ce qu'on voulait comprendre, c'est l'incidence du sablage. Est-ce que l'on doit sabler ou ça n'apporte pas grand-chose? Donc, je vous rappelle que chaque test que l'on a fait, c'est 5 échantillons. On a retiré la valeur la plus haute, la valeur la plus basse, et c'est la moyenne. Et ces moyennes-là, lorsqu'on a fait les tests, donc on va compresser nos échantillonnages. La machine de test évalue la force, et dès que ça cède, boum, on a une valeur. Et c'est cette valeur qu'on retient. Donc ici, on prend la Noritake, par exemple, avec sablage. On va sabler, on est à 1195. Et ensuite, on a fait un autre test. On a fait un test sans sablage et sans connexion. On ne sable pas, on ne fait pas de cuisson de connexion. Les éléments sortent de syntérisation. Après, je vous parlerai de le protocole que moi j'utilise. Et on arrive à un résultat sans sablage ni connexion, 1967. Extraordinaire. On a vu du coup, sur ce cas-là, le sablage, ça n'a rien apporté de bon. Ensuite, on a fait le même test avec la GC. Donc, GC Céram avec cuisson de connexion, avec sablage, 1053. On va toujours utiliser cette connectique-là, sans sabler, 1123. Et si on fait sans sablage, ni connexion, 1445, on améliore. Alors, selon les marques de céramique, on va améliorer plus ou moins. Ici, on a mis 9, ici, on a mis 4. Et toutes les céramiques se répètent. Après, il y a une différence à faire avec les liners. Alors, quand je parle de liner, on voit par exemple ici, j'ai utilisé la céramique de connexion, la FM, et ils ont des liners chez GC. Un liner, c'est une céramique enrichie au sélénium, c'est un genre d'opaque. C'est un produit que l'on utilisait au tout début de la zircone, quand elle apparaissait blanche, pour masquer le blanc. On passait ce genre de liner, c'est un genre d'opaque. Et on peut le voir ici, vous voyez, on a un petit peu on a le liner ici et la cuisson de céramique. Ce liner-là, il réagit différemment. Alors, ce n'est pas la même chose que le Zierliner. Le Zierliner de chez Ivoclar, ce n'est qu'une céramique haute fusion. Voilà ce qu'on voulait faire, nous, c'était cuire une céramique haute fusion et ensuite cuire une céramique basse fusion qui est l'IMAX. Donc, ce n'est pas le même produit. Donc, ici, on a compris que le sablage, ça n'apportait pas grand-chose.
Voilà ce que c'est qu'un liner. Donc un liner, je connais 2 marques qui ont ce genre de produit. Ça peut être intéressant lorsqu'on fait faire une céramo-zircone sur un moignon qui n'est pas sur un moignon métallique, sur un inlay core. Et on va masquer on va faire une chape zircone, c'est bien pour la biocompatibilité. Et pour masquer ce qu'il y a dessous, pour pas qu'il y ait ce gris qui ressort, on va mettre un liner dessus, on va masquer. Ça va avoir un effet masquant. Ça peut être intéressant. Et on sait qu'avec ce produit-là, il réagit complètement différemment à ce que je vous ai dit auparavant sur la céramique pure. Donc ça, c'est à noter. Ici, on va voir les incidences du refroidissement lent ou rapide. Donc, on va prendre la GC comme référence. On va faire la GCZR avec une cuisson de connexion et le sablage. On est à 1053. On va faire la même chose avec un refroidissement lent, plus avec une chape sablée. 1078. On n'a rien gagné. Quand je parle de refroidissement lent, c'est un refroidissement lent dans l'enceinte du four. On est arrivé à température et on fait une descente de 30 degrés ou 35 degrés dans l'enceinte du four jusqu'à, en gros, moi je le faisais jusqu'à 400 degrés. 400 degrés et ensuite le four se met à ouvrir 6 minutes. Et je retirais mes pièces quand elles arrivaient à 300 degrés. Voilà, on voit que là, on n'a pas gagné grand-chose finalement avec le refroidissement. Et avec un refroidissement rapide, donc là, notre cuisson est arrivée, l'ouverture se fait mais rapidement, en 1 ou 2 minutes. Là, par contre, on voit qu'on perd considérablement l'accroche. Donc les refroidissements rapides sont dangereux. Avec le liner, il réagit différemment. Le liner, on est avec les 6 minutes de refroidissement de cloche, on est à 1260, on a une valeur intéressante. Si on fait un refroidissement lent, on est arrivé à 1837 avec le liner de chez GC. Et là, on a quelque chose qui réagit plutôt bien avec un refroidissement lent. Donc voilà, on a compris que le sablage n'était pas intéressant et que les cuissons de connexion ne l'étaient pas aussi, hormis le liner de chez GC. Ici, on a voulu voir l'incidence des montées en température et les multi-cuissons. Donc ici, on a notre étude de départ avec les protocoles communément acceptés. Donc on a sablé, on a fait notre connexion. J'ai cuit à 45 degrés minute et on est à 1195. Je fais la même chose sans sablage, ni connexion 45 degrés minute, 1967. On a une valeur exceptionnelle pour la zircone. On s'est dit, on va faire la même chose avec, si 45 degrés minute, ça donne ce résultat-là, peut-être qu'en diminuant notre température de montée, en faisant un peu plus lent, puisqu'on nous disait que cuire, laisser des températures lentes, et puis je vous rappelle que mes échantillons, là, ils faisaient 3 grammes, donc l'idéal aurait été 35 degrés. On a essayé 20 degrés les minutes, et sans sablage ni connexion, on a perdu énormément. Et on a constaté que 45 degrés minute était une montée en température qui était idéale pour le quotidien. Pour le quotidien, nos petits bridges, nos armatures, même un bridge complet sur des dents, un bridge sur denteau porté, c'était excellent. Et ensuite, on a vu que cette valeur n'était pas intéressante et on s'est dit, bon, et si on les cuit plusieurs fois, est-ce qu'on va beaucoup perdre? Finalement, on ne perd pas tant que ça. On perd pas tant que ça. Et on la cuit 5 fois. Donc, j'ai cuit une première fois à 20 degrés ici, je les ai mis de côté, on a cette valeur-là, et ces échantillons-là, je les ai cuits 5 fois d'affilée. Et on a vu que 5 fois d'affilée, on perd un peu, mais pas grand-chose. Donc, les multi-cuissons, ce n'est pas néfaste pour l'accroche. Par contre, la montée en température, elle est intéressante. Ici, maintenant, on va parler de l'incidence du CDT, du coefficient de dilatation thermique. Ma zircone à moi, de chez Zirconzane, elle est à 10. Donc, idéalement, ma céramique, il faudrait qu'elle saute à 9. Et on a vu sur les échantillons que l'on a fait, ce sont les échantillons là que j'ai classés, ce sont les premiers échantillons, ceux que l'on a fait avec les valeurs communément acceptées. Donc, on a vu que la première, c'est Noritake, avec 9,1, donc elle est très proche de ma zircone, elle est à 10%, elle est très bien. Et plus je m'éloigne, et plus je perds en résistance. Et il y a toujours cet effet GC Liner, liner de chez GC, cet opaque sur la zircone, qui, elle, réagit différemment. Ça, il faut la mettre à part. Sinon, lorsque l'on cuit la céramique
sur la zircone directement, voilà ce que ça donne. Il faut absolument faire attention à notre CDT. Donc, les contraintes compressives créées renforcent la liaison sans dépasser 10% du CDT de la zircone. Ici, j'ai voulu voir, donc moi j'aime beaucoup la céramique de chez Zircondyne, là je la trouve très esthétique, mais ça a été celle aussi qui m'a donné les résultats les plus faibles. Donc j'ai voulu voir si la tendance était la même et si on pouvait améliorer cette céramique avec un mode de cuisson différent. Donc ici on a, donc avec sablage, avec une connexion, ce que l'on faisait, 933, valeur très faible, très dangereux. Alors Zircondyne, je pense qu'ils le savent parce qu'eux, ils font ça sur des bridges monolithiques, sur des bridges Pareto, par exemple, et ils viennent toujours renforcer les occlusions, les latéralités avec de la zircone pure, et on ne fait que de l'esthétique avec leur zircone. Donc là, je pense qu'ils le savent. Mais bon, avec sablage et sans la connexion, on va voir ce que ça donne, on n'a pas amélioré. Ça, c'est un tableau qui est super intéressant à voir. Alors après, on a dit, bon, on fait la tendance qu'on a eu, sans sablage, sans connexion, montée 45 degrés minute. On est à 1179. Pile poil ce que l'on a besoin. Pile poil. Sans sablage, sans connexion. Et ensuite, on a fait sans sablage, sans connexion, refroidissement lent. Montée en température 20 degrés. On a stabilisé 2 minutes, baisse 25 degrés, ouverture à 350. On a perdu énormément. Donc, on voit que le protocole le plus adapté, c'est celui-ci. Sans sablage, sans connexion, montée en température, 45 degrés minute. Alors, les cuissons dites de régénération. Alors, j'ai trouvé une étude de Fischer, Groman et Starwaski qui disent que le passage de la chape pendant 15 minutes à 1000 degrés, on faisait ça pour soi-disant éliminer la couche de zircone en phase monoclinique. Donc on voulait, nous, lorsqu'on l'avait meulé, gratté, on l'avait un peu abîmé, bon, on va la passer au four, ça va l'améliorer. En fait, ça n'améliore rien du tout. Et selon leur étude, on diviserait par 2 l'accroche. Et on l'a vu avec l'IMAX, lorsqu'on monte trop en température, on a vu qu'il se passe quelque chose, alors avec la céramique ou avec la zircone. Mais ici, il nous indique qu'on divise par 2 l'accroche de notre céramique sur la zircone. Et une zircone, lorsqu'elle est abîmée, elle est abîmée. On ne peut pas resyntériser une zircone. On ne peut pas la recuire, et comme on recuirait une céramique et qu'il fait dur, on la mettra au four, la fêlure va se refondre et puis se re-homogénéiser. Ça n'existe pas en zircone. Une zircone abîmée, elle est abîmée. On ne peut pas la réparer. Donc, passer 15 minutes à 1000 degrés, ça n'arrange rien. Et au contraire, ça va diviser par 2 la force de liaison. Alors, juste pour vous dire le protocole que j'ai mis en place au laboratoire lorsque j'ai mes travaux, vous allez me poser la question, mais vous la grattez jamais, vous n'allez pas diminuer un petit peu les bords cervicaux? Si, quand je syntérise mes... Alors j'essaie d'avoir un minimum à gratter, mais j'ai toujours à affiner un petit peu en cervical. Donc là, en cervical, je vais sabler légèrement, de manière à ce que quand j'ai gratté, s'il y a toujours un petit peu de zircone qui est prêt à se détacher ou pas, je vais éliminer tout ça et je vais sabler légèrement sur le collet, là où j'ai gratté. Et ensuite, je vais faire une cuisson. Alors, je ne fais pas une cuisson de connexion, je fais une première cuisson dentine, c'est un lait dentinaire. Je vais utiliser des dentines colorées, orange, une dentine opaque, et je vais faire un lait de dentine que je vais cuire à ma première cuisson. Non. Il n'y a pas de cuisson de connexion. C'est une première cuisson avec des caractérisations internes pour une première accroche, qui, je sais, va être excellente. Et après, je vais monter ma dent normalement sur cette première couche qui a été cuite à la première cuisson dentine, et je vais remonter ma dent et la cuire de nouveau première cuisson dentine. Alors, l'avantage de faire cette opération-là, c'est que lorsque je vais cuire directement lorsque je cuis directement ma céramique sur une armature où je n'ai pas fait cette première cuisson de dentine, je vais avoir les bords qui remontent. Et ça m'enquiquine. Donc, je fais cette première cuisson dentine avec des laits de dentine caractérisés. Je fais une première cuisson. Comme c'est très faible en épaisseur, je n'ai aucune rétraction sur les limites cervicales. Et ensuite, je monte ma dent par-dessus. Je fais de nouveau une première cuisson et ça sort nickel. Donc, voilà le protocole que j'ai mis en place.
Alors, ici, on va passer sur les tests à l'écaillage. Donc là, on a vu les tests à l'arrachement. Donc, on a vu, on a vu pas de cuisson de connexion, pas de sablage. Ici, sur les tests qu'on a fait à l'écaillage, on va avoir des résultats que l'on peut largement améliorer, puisque les tests que j'ai fait ici, ce sont avec les données communément acceptées. Et on voulait voir également l'épaisseur de la céramique. Donc, on a réalisé des chapes en zircone avec une dent, avec une possibilité d'avoir 1,5 mm de céramique autour de nos armatures ici. Donc, on a du soutien. Et ici, on va avoir des chapes où il va y avoir 3 mm. Donc, du coup, le soutien est moindre. Donc, je fais ça en zircone et je vais faire mes armatures à l'identique en métal. Ensuite, je vais réaliser mes céramiques. Donc, alors ici, les protocoles, je vous l'ai dit, c'est sablage, cuisson de connexion et dentine. Donc, j'ai cuit 2 dentines, une dentine et une émail. Et j'ai utilisé cette clé qui me permettait d'aller, alors j'allais sur la zone du plus grand contour et je faisais comme une sorte de tampon, de manière à avoir exactement la même épaisseur de céramique. Je voulais 1,5 ici, j'avais 1,5 partout, et j'avais la même chose en métal. Et voilà, mes tests sont prêts, les échantillonnages sont prêts pour les tests. Donc ensuite, on va venir compresser dans l'axe, et ensuite, on va compresser avec une dent inclinée à 45 degrés qui va nous donner un semblant de latéralité, de cuspide travaillante. Voilà, et on voulait voir ces valeurs-là. Donc, voilà les résultats que l'on a obtenus. Et c'est là où je vous disais que ça s'inverse. Sur du métal chrome cobalt. Et ces valeurs-là, on peut largement les améliorer du fait qu'on a compris que sans sablage, sans connexion, on arrivait à des bons résultats. Ici, ce sont des résultats qui restent malgré tout très honorables, qui sont sur les valeurs communément acceptées. Donc, on sait qu'en métal chrome cobalt, on a vu que l'accroche était exceptionnelle, mais finalement, en réel, une fois qu'on a fait l'assemblage des deux, de la céramique et du métal, on a des valeurs. Alors, j'ai utilisé la GC en zircone et puis pour le métal chrome cobalt à l'AMC, l'équivalent, enfin pour le métal. Donc, 1,5 mm d'épaisseur de céramique sur le pourtour, on est à 1469 newtons. On est bien, on est largement au-dessus des valeurs que l'on veut, on est très bien. Et en zircone, on se retrouve avec des valeurs beaucoup plus hautes. On est à 1678. On a une résistance mécanique plus importante. Alors, comment cela se fait-il? On a la même chose avec une épaisseur de 3 mm et en même temps, on constate que le maintien est important. Du coup, on a une valeur importante. Et avec un maintien moindre, avec 3 mm d'épaisseur de céramique, on est à 1159. En zircone, la même chose, on est à 1254. On est toujours supérieur. Et dans la position à 45 degrés, 1,5, on est à 1179, latéralité, sur une cuspide travaillante, on voit, on est juste. Et ici, en zircone, on est à 1400. Et pour l'épaisseur 3 mm, là, vous voyez, sur une cuspide travaillante, là, on est faible. Et en zircone, ce n'est pas l'idéal, mais on est quand même plus élevé. Alors, pourquoi cette différence? Alors, la différence, elle se joue sur nos deux matériaux. On a un matériau ductile, ça veut dire, le métal est ductile, ça veut dire qu'il est flexible. Il va nous permettre une certaine flexibilité. Et la zircone est un matériau qui est dit fragile. Alors, quand on dit que la zircone est un matériau fragile, ça ne veut pas dire qu'il est faible. Dans la science des matériaux, un matériau qui est fragile, c'est un matériau qui a une résistance mécanique qui peut être très élevée, comme la zircone, mais qui, quand elle va arriver à la rupture, à la limite de la charge qu'elle peut supporter, elle va se casser net. C'est ça qu'on appelle fragile. Donc la zircone, c'est ce que l'on constate. Elle a une résistance mécanique beaucoup plus forte que le métal, puisque le métal, lui, il va plier. La zircone, elle ne pliera pas. Elle va résister. Et lorsqu'elle cède, on va le voir ici. Là, on voit que notre métal a plié, la céramique a cassé, mais le métal est resté. On a toujours quelque chose. La zircone, elle va résister beaucoup plus haute, mais lorsque ça casse, ça casse. C'est en miettes. On ne peut pas récupérer quoi que ce soit. Mais mécaniquement, ça a une résistance plus forte que ça. Donc la zircone, c'est un matériau exceptionnel. Et on voit qu'on a des résistances mécaniques super intéressantes. Alors le chipping.
Alors, on va voir la conclusion. On a compris que certains points communément acceptés sont peu favorables à la zircone, comme le sablage, par exemple, ou le washbrand. Ce n'est pas des éléments qui sont favorables à l'accroche. L'adhésion céramo-zircone peut être de qualité avec des cuissons réfléchies. Et là, on l'a vu. 45 degrés minute, c'est une température qui est favorable pour notre accroche. Alors, il n'y a pas de mode d'emploi standard. On a vu, ça c'est quelque chose que j'avais constaté sur avant de commencer tous ces tests. J'avais regardé tous les modes d'emploi de chaque marque. Et chaque marque avait des modes d'emploi différents. Pas de vapeur, sablage à 100 microns, sablage à 50 microns, à 2 bars, à 3 bars, il ne faut pas sabler. Il n'y a pas. Donc là, on a compris qu'il y a une méthodologie à avoir et que sur toutes les marques de céramique que j'ai pu tester, donc il y en a 5, la tendance est toujours la même. Sans sablage, sans connexion, c'est les valeurs les plus hautes d'accroche. Donc, les fabricants de pots de céramique doivent établir des protocoles plus précis et exacts. On ne doit pas, nous, laboratoire, servir de centre d'essai. On a besoin, surtout aujourd'hui, on a besoin de protocoles fiables, de procédés qui marchent et qui ne nous mettent pas en difficulté. Et c'est une des raisons pour laquelle j'avais fait cette recherche-là. Je reviens, alors là, je vais venir sur ma conclusion subjective. Et on va parler de ténacité. Donc, on a vu la ténacité, c'est la capacité de nos matériaux à résister à la fêlure, à la propagation de la fissure et d'avoir une résistance mécanique. Donc, ici, quand j'ai fait mes échantillons, selon les marques, lorsque je passais cette fraise-là, pour aplanir la surface pour qu'elle soit parfaitement plane sur les tests qu'on va réaliser, selon les marques, j'ai eu beaucoup de difficultés. Et lorsque certaines marques, alors je ne tournais pas très vite, je tournais entre 5000 tours, 6 et 8000 pour une certaine, mais je tournais très faiblement et lorsque je tournais et que j'allais aplanir, je me retrouvais avec des céramiques qui m'écaillaient très rapidement. Et je me retrouvais avec des éclats comme ça. Et avec des éclats comme ça, j'étais embêté et je me suis dit, mince, il faut que je recommence tout le protocole que j'ai fait pour cette céramique parce que celle-ci n'est plus valable parce qu'elle a plus le même appui partout et je me retrouve avec un résultat qui risque d'être un peu différent des autres. Donc, il faut recommencer tout le procédé parce que je voulais que mes 5 échantillons soient réalisés au même moment, cuits dans le même four, au même endroit et aient exactement le même protocole, le plus proche possible pour avoir des valeurs qui soient cohérentes. Donc, voilà avec ça. Donc, ici, j'ai constaté que certaines céramiques étaient fragiles. Elles résistaient, elles avaient une ténacité faible. Pourtant, elles me sont toutes données à 90 mégapascales de dureté. Mais elles ont toutes une ténacité différente. Et c'est là où la différence se joue. Ici, on a, alors, voilà les céramiques, la VN9, la Vita. Alors, c'est là où je vous disais l'importance d'avoir financé mon étude, c'est qu'aujourd'hui, je suis libre de donner ces résultats. Je ne favorise personne et je dis les résultats tels qu'ils sont. La céramique VN9, l'IMAX et l'ICE de chez Zirconzan, et ça, c'était un point qui, pour moi, était intéressant, et j'étais un peu déçu parce que c'est celle que j'aime beaucoup. Elles se sont montrées les plus sensibles à l'écaillage. Donc, ça veut dire que ces céramiques, ça ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises. Ça veut dire qu'elles vont nous demander un protocole, un soutien notamment, un soutien de céramique beaucoup plus élevé. Une épaisseur de céramique un peu plus faible. On ne peut pas aller à 3 mm, ça serait une catastrophe. Là, il faut une céramique, si on est à 1, 2, allez, ça serait le maximum. Donc, elles sont très sensibles à l'écaillage. Donc, elles vont demander des protocoles bien plus importants. Sur l'IMAX, notamment, aller chercher sur l'IMAX, monter sur de la zircone. Hein. Je ne parle pas de disilicate. Monter sur zircone. Disilicate, ça a une réaction complètement différente. Alors, il va falloir peut-être avec ces matériaux-là, avec ces céramiques-là, aller chercher des points de contact en zircone, aller avoir un soutien énorme et faire attention aux points d'impact, aux cuspides fausses, de manière à ce qu'on ait un bon soutien de céramique et sur les latéralités, il va falloir, et les réglages, là, ils pardonneront rien du tout. Ensuite, on a la céramique création et l'AGC, elles sont montrées beaucoup plus résistantes à cette opération. Mais malgré tout, j'avais de l'écaillage, malgré tout. Mais elles sont beaucoup plus résistantes que cela.
Et ensuite, en finalité, j'ai la Noritake. Alors, je ne sais pas ce qu'ils y mettent à l'intérieur. Celle-là, je pouvais y aller. Alors là, je pouvais y aller comme un malade. Je pouvais tourner vite et usiner ma céramique. Et elle ne branche pas. Je n'ai pas un écaillage. Et c'était parfait. Donc, celle-ci, elle a une ténacité élevée. Pourtant, elle est donnée à la flexion, 90 mégapascales de dureté, autant que les autres, et une résistance exceptionnellement résistante. Je l'ai trouvée étonnante. Donc là, ma conclusion subjective, donc j'ai pu que le visualiser, mais je n'ai pas pu le quantifier, c'est que le phénomène d'écaillage n'est pas dû à un manque de liaison avec la zircone, parce qu'on peut l'améliorer. Et puis, il y a autre chose, c'est que sur les tests que l'on a fait là, avec les valeurs, sablage, puissance de connexion, on peut améliorer largement ça. Mais malgré tout, sur nos tests avec cette méthode de travail, j'ai jamais réussi, avec tous les échantillons que j'ai réalisés, à décrocher la céramique de ma zircone. Je casse la céramique, mais je ne décroche pas de la zircone. Donc, malgré tout, si on sable et on fait une puissance de connexion, on a des forces d'adhésion qui sont moindres, mais pour les décrocher, quand même, ça reste, sur des petits éléments, ça reste difficile. Mais on peut améliorer largement sans puissance de connexion et sans sablage. Et on va gagner du temps en plus. Donc voilà, donc on sait que nos céramiques, voilà, la liaison avec la zircone ou une différence de résistance à la flexion, mais cela semble être lié à la composition physico-chimique des poudres qui font qu'elles sont plus ou moins sensibles à l'écaillage, avec une ténacité différente. Donc, si on se posait la question pourquoi j'ai du chipping, le chipping, il vient de nos poudres, il vient de la ténacité de notre céramique. Et là, je les ai toutes cuites dans le même four, avec les mêmes protocoles, la même manière de faire, les mêmes mains, et selon les poudres, on a des résultats complètement différents. Ici, on a une photo avec mon ami Jackie, on voit, et avec, ici, on avait notre ingénieur qui regardait. Donc ici, on a la machine ici de compression, et on a les valeurs sur l'ordinateur, donc la machine est reliée, et elle va enregistrer une courbe au fur et à mesure que ça presse, et ça presse, je crois que c'était 1 millimètre par minute. Donc ça presse très, très, très lentement. Et on a la résistance mécanique du matériau, et quand ça cède, boum, la courbe baisse d'un coup, et on a une valeur. Et la valeur qu'on a, c'est celle qu'on a relevée. Voilà pour ça. Donc ensuite, dans le test, on a fait tous ces tests-là, donc on a vu des choses intéressantes. Hein. Et on a aussi testé les full zircone. On voulait savoir ce que ça pouvait donner. Et on a vu que, par exemple, alors là, j'ai utilisé de chez Zirconzan, les Préto à l'époque, et puis la Préto antérieure, c'est celle qui équivaut à toutes les full zircone esthétiques que l'on peut avoir avec du dégradé. On a vu qu'elles sont données à 1000-1200 mégapascales de dureté, mais ça, ce sont des valeurs données pour 1 millimètre. Ça veut dire que lorsqu'on va doubler, on va doubler sa résistance. Et ça, c'est une tendance pour tous. Et là, on est à 2000, par exemple, là sur 1 millimètre, entre 1000 et 1200 mégapascales de dureté pour une Préto full. Je passe à 2 millimètres, on est à 2004. Lorsque je la passe à 3,5 à 4, on est à 4004. Alors là, on a des valeurs. Là, si on a peur de la casse, ces matériaux-là, ça nous sécurise. Pour les nouvelles zircones esthétiques, celle-ci était donnée à 670 mégapascales de dureté. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsqu'on change la phase et qu'on va vers la cubique, on va améliorer l'esthétique, on va les rendre plus translucides, mais automatiquement, on va aussi les rendre un peu moins résistantes. Elles vont avoir une résistance à la flexion moindre. Et la ténacité, on l'a vu, elle va être un peu moindre. On a des résistances, mais qui se multiplient aussi, toujours, selon l'épaisseur. Donc, on voit que les épaisseurs, à 0 degré ou à 45 degrés, on va avoir des résistances qui sont largement intéressantes, supérieures. Ah, une autre question. C'est celle de la... On me dit, oui, la foule, c'est un matériau qui est dur et qui use les dents. Alors, ce n'est pas vrai. La zircone monolithique est un matériau qui use les dents. Et ici, on a une étude de chez Zirconzan. Alors, on va me dire, oui, mais tu aimes Zirconzan, c'est des matériaux que tu utilises, tu vas les favoriser. J'ai une étude de chez Zirconzan, mais j'en ai une autre que je vais vous montrer après, qui montre la même chose. Ici, on a fait des tests
on a fait des tests sur 6 heures de site, sur un genre de friction, dent naturelle contre dent naturelle. Et on a vu qu'on a une usure de 10 microns sur notre échantillon. 10 microns d'usure sur un cycle de 6 heures. On le voit ici, 10 microns. On prend une céramique. Une céramique, c'est du feldspathique, ça a du grain. Ça va user 2,8 fois plus qu'une dent naturelle. On a usé 28 microns. Et ici, on avait une zircone Preto qui était polie. Et malgré tout, enfin, celle-ci était polie, on est quasiment à 0. La full zircone, ou le matériau zircone, est un matériau qui n'abrase pas. Et ça n'a rien à voir avec la dureté du matériau. La dureté, elle va être enquiquinante si on n'a pas fait une dent bien équilibrée et qu'il va falloir retoucher en situation, en bouche. Là, elle va être dure à gratter, oui. Et puis après, il faudra la polir derrière pour pas qu'elle abrase. Mais malgré tout, elle abrasera beaucoup moins qu'une céramique avec du grain, et qu'une dent naturelle, je ne sais pas, mais qu'une céramique en tout cas. Donc, si elle est bien polie, une full zircone n'use quasiment pas les dents. Et ça n'a rien à voir avec la dureté. On pourrait comparer ça, donc, je vous donne cet exemple-là, une jolie table en bois bien cirée, et on va utiliser 2 matériaux. On va utiliser un bout de verre que l'on a cassé, un petit bout de verre bien lisse, qui est dur, qui est un matériau dur, et on va prendre une éponge Spongex, où il y a la partie éponge et la partie un peu abrasive qu'on se sert pour gratter les casseroles. Donc, si je prends ce verre, ce petit bout de verre, et que je viens la faire glisser sur ma table, je ne vais pas rayer la table. Par contre, si je prends ma Spongex, qui est un matériau mou, et je vais la passer sur la table en bois, là, je vais l'user, je vais la gratter, je vais l'abîmer. Donc, on voit que l'importance du grain, ce n'est pas la dureté qui compte, mais c'est le pouvoir abrasif. Et en fait, on peut aussi le comparer à du papier de verre. Ici, on a un papier de verre avec du gros grain, ça va user. Ici, on a un papier de verre avec un grain extrêmement fin, et il va user quasiment rien. Et la zircone, pour ceux qui ont déjà testé et essayé de polir, ça a un poli-miroir exceptionnel. C'est lisse de chez lisse. Ça n'a aucun pouvoir abrasif. Voici l'autre étude. Celle-ci, elle est de Elfer, Atchen, Hubert. Voilà. Eux, ils ont comparé l'Inceram, Alumina à l'époque, la zircone et l'Imax, l'Imax CAD. Et on voit que l'Imax abrase beaucoup plus, donc c'est du feldspathique, renforcé à le site. Donc, elle abrase beaucoup plus qu'une zircone. Une zircone abrase beaucoup moins. Ils sont arrivés aux mêmes conclusions. Donc là, je vous remontre, là c'est ce que j'utilise moi au laboratoire pour les monolithiques. Donc là, on comprend qu'ici, donc on augmente la teneur en oxyde d'yttrium et en faisant cela, on va se tendre vers la phase cubique et on va produire des zircones beaucoup plus translucides. Voilà. Et selon le dopage en yttrium et selon comment on va les amener vers la phase cubique, plus ou moins, on va avoir plus ou moins de transparence et plus ou moins de dureté, de résistance à la flexion. Voilà les amis, j'arrive presque au bout de ma présentation et je voulais vous présenter mes 2 amis. Alors, ici j'ai mon maître de mémoire, Jackie, qui lui m'a accompagné pendant ce projet. Et quand je présente ce projet-là, cette étude que j'ai faite, et il m'a accompagné, il m'a toujours aiguillé de la bonne manière, il m'a toujours accompagné, donné des bons conseils, sans jamais être imposant ni incisif. Il m'a toujours laissé le choix d'agir à ma façon en me donnant les bons conseils. Et quand je dis ça, je pense toujours à ma maman qui m'a toujours dit, José, tous les conseils t'écouteront et seul le tien tu suivras. Tu écoutes tout, tu fais ta synthèse et tu suis ton cœur et tu fais ce qui te semble le plus juste. Et Jackie a respecté ça. Sans savoir qui j'étais, il a été de cette manière. Et puis il y a une autre phrase qu'il a dite lorsqu'on a commencé ce projet-là, lorsqu'il me proposait un thème, il m'a dit, José, il faut qu'on trouve quelque chose qui serve à la profession. Et j'ai trouvé ça très édifiant pour notre métier. Et aujourd'hui, j'en récolte les fruits de son conseil.
Parce qu'aujourd'hui, j'ai quelque chose de valeur à présenter, quelque chose qui va nous servir et qui nous sert, et qui me sert à moi aussi, qui a été une révélation pour moi. Et après, j'ai mon ami Jean-Pierre. Alors Jean-Pierre, lui, c'est un homme que j'aime beaucoup. Et Jean-Pierre, c'est lui qui a corrigé mon mémoire, puisqu'il était correcteur au CPES. Et c'est pour ça qu'il connaît si bien le sujet. Il a eu mon mémoire en main, il l'a vu, il a étudié. Et puis, on a passé des moments délicieux avec Jean-Pierre, avec son épouse. Et j'aime ses conseils et sa manière d'être. Ce sont des personnes de valeur pour moi. Et dans tout projet, on rencontre des gens. Et ces gens-là nous élèvent et nous amènent un peu plus haut. Et tous ces gens-là, je les ai rencontrés avant de penser à m'inscrire au concours MOF. Et chacun m'ont apporté des connaissances, des valeurs humaines, des beaux moments. Ça a été voilà, chacun. Ici, on a Guillaume Sabatier, Laurent Isnard. J'ai rencontré Philippe Lobel à ce moment-là aussi, pendant mon étude, pendant mes 2 ans de formation au CPES. Sébastien Millasso aussi, Jean-Pierre, je l'ai rencontré à ce moment-là également. Alain Hardy, que vous allez rencontrer aussi. Mon ami Jackie, qui était intervenant aussi. Sébastien Martini, que vous allez rencontrer également, qui est, comme dit Jean-Pierre, un être délicieux. On a Jean-Christophe Allègre aussi. Michael Santos, qui lui a une connaissance sur le client qui je trouve extraordinaire, qui est super. Mon ami Serge Pointet-Desblas, qui lui parle beaucoup de posturologie. Donc, on parlait de fonction, d'occlusion, d'équilibration. Et lui, il prend en compte toute la personne. J'ai trouvé ces cours très intéressants. Et Yves Gastard. Voilà, Yves Gastard aussi, quelqu'un qui a une grande connaissance de tout ce qui est en adjointe. Voilà, les amis. Et puis, je voulais terminer avec quelque chose d'important qui me tient à cœur, moi, parce qu'on a un métier qui est parfois difficile. On a un métier qui est très prenant, qui parfois peut nous dévier des priorités. Et j'aime rappeler lors des conférences à chacun de prendre soin de vous, de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, pour lire, pour vous instruire, pour faire du sport, pour méditer, pour prier, prendre du temps pour soi. Et prendre du temps pour vos familles, de prendre soin d'elles. Prenez du temps pour vos familles et prenez soin aussi de vos collaborateurs. Et je montre dans cet ordre-là, et cet ordre-là est important. Prendre soin de soi, de sa famille, de ses collaborateurs. Ici, j'ai un de mes collaborateurs, c'est mon frère, et il est très précieux pour moi. Ici, j'ai toute mon équipe. Et ici, on me voit là avec un praticien avec qui je travaille, que j'aime beaucoup ici. Et donc, il faut prendre soin de nos collaborateurs parce qu'ils sont précieux dans nos entreprises. Il faut les rendre heureux. Et lorsqu'on les rend heureux, ils savent nous le rendre. Alors, moi, je prends soin de choisir des gens qui ont une bonne manière d'être. Et c'est plus facile lorsque les gens ont une bonne manière d'être pour servir l'entreprise. Et moi, je les sers, je les rends heureux, j'ai fait tout pour prendre soin d'eux. Et eux, en retour, ils prennent soin de moi. Et enfin, dans cet ordre-là, et enfin, de prendre soin de vos clients. Alors, pourquoi je dis prendre soin de vous, prendre soin de vos familles, de vos collaborateurs et enfin de vos clients? Parce que c'est comme ça que ça ne peut fonctionner. Lorsque vous ne prenez pas soin de vous, vous allez être fatigué et vous allez moins prendre soin de votre famille. Moins prendre soin de sa famille, ça va être la discorde à la maison. On aura moins la tête pour prendre soin de ses collaborateurs. Et nos collaborateurs, si on ne prend pas soin d'eux, ils seront moins opérationnels et on va forcément moins bien servir nos clients. Donc cet ordre est important de prendre soin de nous, prendre soin de nos familles, prendre soin de nos collaborateurs et enfin de nos clients. Et ça fonctionne comme ça marche très très bien. Il y a toujours des hauts et des bas dans la vie, mais on va faciliter les choses et on va être beaucoup plus heureux dans nos laboratoires et dans notre travail à effectuer, qui est un travail extrêmement exigeant. Voilà mes amis, je termine ma présentation
Et puis après, il y aura sûrement des questions. Je vous remercie à tous de votre attention. Et puis, j'espère avoir l'occasion, et je pense qu'on aura l'occasion de venir vous voir chez vous. Moi, je vais découvrir parce que je ne connais pas ce pays. Et j'ai cette phrase ici qui m'a accompagné tout le long de toutes mes études. Tu me dis, j'oublie. Alors, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, ça va vite passer à l'as. Tu m'enseignes. Lorsque je prends des cours, tu m'enseignes, je vais me souvenir. Par contre, lorsqu'on est impliqué dans les choses, lorsqu'on met les choses en action, là, j'apprends. Et quand je dis j'apprends, ça veut dire que j'ancre les choses en moi et je les mets au profit des gens que je veux servir, notamment ici les praticiens. Donc le fait de s'impliquer. Et lorsque j'ai fait cette étude, on m'a dit plein de choses sur la céramique, sur la zircone, sur... J'ai oublié. On m'a enseigné, on m'a dit, il faut faire un wash brand, il faut faire des surcuissons, il faut sabler. Je me suis souvenu. Mais une fois que je me suis impliqué dans ce travail, là oui, j'ai appris. Là, j'ai appris et je sais exactement maintenant les meilleurs protocoles pour avoir la meilleure sécurité possible. Voilà, M. Zalan, j'ai terminé. C'est Je sais parfait. pas si- Ben, je vous remercie énormément. Merci à vous. On se rend compte que c'est un travail titanesque. C'est beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'échantillage. Je ne sais pas concrètement, ça vous a pris combien de temps déjà, rien qu'en termes de temps? 2 ans. Ça vous a 2 ans. 2 ans de travail. 2 ans. Je dirais pas à plein temps, mais vous auriez dû consacrer peut-être beaucoup de temps à ça aussi. Oui, toutes les vacances et les week-ends. D'accord. Ben, c'est énorme comme travail, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de résultats, mais il y a des choses marquées, j'ai des questions aussi. Je demande aux personnes qui nous ont suivis de commencer à poser leurs questions. J'en ai vu une déjà, donc je reviendrai aux questions tout de suite. Dès que j'aurai posé une déjà, beaucoup d'études, beaucoup de chiffres. D'accord? Ah oui, S'il y a quelque chose à retenir pour nous, si on vous demande de nous simplifier, de nous résumer ces résultats, vous allez comment présenter le résultat de ce travail d'une façon concrète et d'une façon qu'on utilisera dans notre pratique quotidienne et tous les jours. ok. Très bien. Concrètement, lorsqu'on va synthétiser nos zircones, il faut les retoucher le moins possible. Donc, après, si on doit retoucher, on va sabler légèrement là où on a retouché. Pas de cuisson, de remogénéisation, n'apporte rien, au contraire. Et ensuite, on doit effectuer pas de cuisson de connexion et pas de sablage, minimum sablage. Voilà, en gros, c'est ce qu'il faut retenir. Et ensuite, les soutiens de céramique, selon les marques, il va falloir faire plus ou moins de soutien. Par exemple, on a vu que la VM9, l'IMAX ou la céramique de chez Zirconzan, il faut la soutenir énormément et avoir des épaisseurs de céramique, il faut les minimiser le plus possible. Et on a compris que finalement, le chipping, ça venait de notre poudre céramique. Donc, et on a compris aussi que une des céramiques la plus costaud que je connaisse aujourd'hui, c'est la Noritake. La Noritake, elle a une résistance mécanique exceptionnelle. Parfait. Un point qui m'a marqué et qui revient souvent dans les discussions, j'aimerais bien revenir dessus parce que tout le monde pense le contraire, c'est quant à l'abrasion de la foule zircone. Oui. Tout le monde, beaucoup de dentistes surtout croient que la foule zircone, elle est très très abrasive, pour les dents naturelles surtout. Donc, il évite de mettre des foules zircone, demande généralement des couronnes stratifiées. Même les 4 qui ne veulent pas quand il n'y a pas de contact en céramique, croyant que la foule zircone, comme elle a une dureté élevée, Oui. Là, je vous entends plus, je ne sais pas
Ça va revenir. Oui, ça y est. Oui, en Est-ce fait, que la vous, zir- vous oui. avez entendu toute ma question, pardon? La fin, non, ça a coupé. Ouais, c'est bon. Mais Non, j'ai compris, on oui, parlait de la full zircon. La full zircon, donc on a vu, j'ai 2 études qui montrent ça. La full zircon poly, elle n'abrase pas du tout. On a vu que sur les tests, elle abrase quasiment de zéro. C'est pour ça que chez Zirconzan, par exemple, ils font des bridges complets en zircon. Et on va, par contre, pour avoir un minimum de retouches, la procédure, c'est on passe par un provisoire que exact. l'on va laisser en situation pendant un temps. Le patient va l'user, va créer tous ses mouvements de latéralité, va le régler. Et ensuite, on récupère ce provisoire et on fait une copie conforme de toute la fonction occlusale et de latéralité de propulsion en zircone pur. Et la zircone bien polie a un effet abrasif quasi nul. Et c'est comme je vous l'ai montré par rapport à l'éponge et au verre, ce n'est pas la dureté qui est important. La dureté, la seule chose là où elle peut gêner un praticien, c'est lorsqu'on va faire une dent qui va devoir retoucher. Là, c'est vrai qu'elle va être dure à retoucher. C'est ça qui est l'inconvénient de la zircone. Mais sinon, lorsqu'elle est bien réglée, si on passe par un provisoire, notamment chez moi, si j'ai des bridges, pour un Bruxoman, par exemple, un Bruxoman, la zircone, ça va être le matériau approprié. Si on utilise la céramique, on va user ses dents, toujours pareil, et ensuite on risque d'avoir du chipping et de la casse un peu partout. Alors qu'avec la zircone, on a un matériau qui est résistant, et on a vu qu'il faut bien choisir la zircone. Et il a un pouvoir abrasif quasi nul. Et il faut comprendre que ce pouvoir abrasif, il correspond à la granulométrie des grains. Il faut le comparer à du papier de verre. Vous savez, lorsqu'on veut faire une table et qu'on veut la poncer et la poncer au fur et à mesure, on va commencer par du gros grain pour attaquer fort, et on va diminuer les grains au fur et à mesure pour diminuer l'attaque et avoir quelque chose de beaucoup plus lisse. Et c'est pareil, la céramique, elle a du grain. Elle va abraser plus. On a vu sur les tests de chez Zirconzan et l'autre que j'ai montré, elle abrase 2,8 fois plus qu'une dent naturelle. N'importe quelle céramique. N'importe laquelle. IMAX, le disilicate, ça abrase. Les céramiques montées sur métal ou sur zircone, ça abrase. Ça abrase. Donc, c'est l'état de surface. Pardon, excusez-moi. Je pensais que vous aviez terminé. Oui. Et la zircone polie, elle n'a aucun pouvoir abrasif. Donc, c'est l'état de surface. C'est l'état de surface qui en est pour quelque chose et le polissage de la surface, pas le glaçage. Le glaçage ne peut pas atténuer la rugosité des grains. Alors, dans les études, non. Enfin, le glaçage, on le pose en surface. Après, la zircone en elle-même, sa granulométrie est de toute manière est fine. De toute manière, elle est fine. Donc, là où il va y avoir des contacts, la glasure, elle va sûrement partir rapidement, l'émaillage que l'on a fait sur la zircone. Et puis, on va se retrouver avec un matériau qui, malgré tout, a une granulométrie qui est fine. Donc, elle va quand même moins abraser qu'une céramique. Et lorsqu'elle est polie, alors là, c'est exceptionnel. Lorsqu'on polie l'effet miroir, elle n'abrase pas du tout. D'accord. Donc là, on va se pencher un peu sur les questions. Je vous lis la première question. Quelles sont les causes qui libèrent les bulles d'air en zircone et surtout au niveau des embrasures à la 3e cuisson de céramique? Et il signale qu'il utilise de la céramique non ritaquée. Des bulles d'air. Alors, je ne sais pas, est-ce qu'il est sable ou est-ce qu'il ne est sable pas? Est-ce qu'il est gratte? Alors, moi, je n'ai pas ce problème-là. Alors, je ne fais pas de cuisson de connexion. Je ne vais pas gratter mes armatures ou très, très peu. Et lorsque je les gratte, je vais sabler légèrement à 2 barres. Et lorsque je vais faire la première cuisson sur mon armature, je vais faire un lait de dentine que je vais cuire à une première cuisson dentine. Et après, je monte ma céramique et la non-ritaquée. Je n'ai jamais de bulles qui remontent. Alors, est-ce que la qualité de la zircone, est-ce qu'il utilise une bonne qualité de zircone? Il faut le voir aussi peut-être. Mais je vois pas. Avec le métal, je peux le comprendre, parce qu'il y a une oxydation et puis il y a des gaz qui remontent des fois si on n'a pas fait une cuisson d'oxydation. Mais avec la zircone,
Enfin, moi, je ne connais pas ça. D'accord. Une deuxième question, c'est par rapport à cette résistance dont on parlait de la foule zircone et sa dureté qui est très élevée par rapport à celle de la dent naturelle. Donc, c'est quoi les conséquences sur le parodonte? Oui. Alors, ça, c'est une question. Ah, c'est intéressant. Là, on parle de prothèses dentoportées. Donc, l'élasticité va se faire avec la dent, on ne va pas la faire en surocclusion, elle va être équilibrée. On va avoir une mastication équilibrée sur toute l'arcade. Et l'effet amorti que l'on a sur les dents naturelles, on va avoir le même amorti sur une dent couronnée. Donc, l'effet est nul. L'effet est nul. Après, sur un bridge implantoporté, que l'on va faire en zircone. Exact. Là, on a une proprioception qui est diminuée. Le fait Voire qu'elle soit nul. diminuée, oui, elle est dit ou quasiment nulle, oui. Donc là, pour moi, il est essentiel d'avoir un matériau qui soit résistant. Et ensuite, on va mastiquer, du fait qu'il n'y ait pas une proprioception, que l'on mastique avec un bridge en zircone ou un bridge en composite ou en résine, on va appliquer les mêmes forces, puisqu'on n'a pas de proprioception. Par contre, avec l'un, on va l'user rapidement, avec l'autre, on ne va pas l'user. Et puis en bouche, on mastique, on ne martèle pas. On parle souvent de proprioception, on a peur que les implants prennent des chocs. Oui, je comprends ça. Mais on n'est pas en train de marteler en bouche. On mastique. Et on a vu qu'avec la mastication, c'est le moment où on applique le moins de force de force occlusale, de force de mastication. C'est lorsque l'on mastique. Et lorsqu'on bruxe, on le fait inconsciemment ou dans la nuit. Et là, il est préférable pour nous d'avoir un matériau résistant. D'accord. Après, il y aura toujours des inconvénients avec l'un, avec l'autre. Moi, je me sens en sécurité avec la zircone. Alors, lorsque je fais un bridge d'implantoporté, souvent, lorsque les gens sont réticents, on va commencer par un bridge en composite ou en résine. Et on sait très bien qu'au bout de 5 ans, le patient revient avec des dents abrasées et usées. Et là, en général, on passe sur la zircone. Et en passant par la zircone, on a quelque chose, on a un matériau qui est résistant, qui va tenir dans la durée, et on vend quelque chose de périn au patient. Et on n'a pas les implants qui sont abîmés plus que ça. On n'a pas de retour de problème de perte d'implants, de perte d'osseuse, pas plus que sur un bridge en implantoporté sur résine. Après, on veut éviter souvent le clac-clac. Ça aussi, le clac-clac entre deux matériaux qui zirconent, je peux le comprendre. Même si on ne martèle pas en bouche, on mastique. Donc cet effet clac-clac, c'est lorsqu'on est conscient et qu'on est en train de le faire. Sinon, au quotidien, quand on parle, on ne claque pas des dents. Et donc, mais je comprends qu'on puisse faire. Au maxillaire, on fait souvent en zircone, et à la mandibule, on va le faire en composite ou en résine, de manière à minimiser ce clac-clac. Mais on sait aussi qu'on va avoir un matériau qui va s'user plus qu'un autre. Donc après, il faut qu'on choisisse. Si on respecte la bonne occlusion et on passe par des bridges pour roder l'occlusion et avoir des bons mouvements de latéralité, on peut faire 2 bridges en regard full zircone, l'un en regard de l'autre. Nous, on le fait. Oui. Jean-Pierre en a parlé aussi. C'est vrai qu'après, il y a des avantages, des inconvénients, hein. Mais si c'est bien réglé, on peut. Sachant que sur un bridge d'implantoporté, on n'a pas la proprioception, mais malgré tout, on va mastiquer, on va appliquer une force supérieure que si l'on avait la proprioception, mais malgré tout, ce n'est pas une force surhumaine. Ce n'est pas quelque chose qui va… Et l'amorti, il n'y en a pas, c'est sûr qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas comme quand on est en composite. D'accord. Ma question, il y a une autre question, c'est… Que pensez-vous des blocs ou des disques zircone multilayer? Alors, là, moi, j'en utilise pour faire des monolithiques. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est esthétique.
C'est esthétique Mhm. pour des unitaires. Oui, on peut. Alors, il faut toujours pareil. Lorsqu'on parle de ces multilayers, donc ils sont esthétiques, elles sont plus ou moins esthétiques. Il y en a certaines qui vont être très esthétiques, mais qui vont avoir une résistance à la flexion qui va être beaucoup plus basse. Et d'autres qui vont être un peu moins esthétiques, elles vont être un peu plus, oui, moins esthétiques, elles vont avoir une résistance mécanique plus élevée. Et, et là, on choisit en fonction de ce que l'on veut sur une dent unitaire, et en sachant aussi que la résistance qui est donnée par les fabricants, c'est sur 1 millimètre d'épaisseur. Lorsqu'on va doubler l'épaisseur, on va doubler cette résistance. Donc, on peut avoir, par exemple, chez Katana, on prend de l'UTML, elle a une résistance, je crois qu'elle est aux alentours de 500 ou 570 sur 1 millimètre. Elle est très esthétique avec un moignon favorable, avec une dent, oui, un moignon avec une couleur favorable. On a quelque chose qui marche très très bien. Et en plus, on a un matériau qui est plutôt exceptionnel. On a un matériau qui est biocompatible, qui n'a pas d'effet galvanique et qui n'a pas de pouvoir abrasif. Donc, s'il est bien réglé, moi, une full zircon sur une dent unitaire me va très bien. Pour des bridges, par contre, je ferai attention sur le matériau que j'utilise. Je ne prendrai pas une multilayer à 500 mégapascales de résistance à la flexion. J'aurais peur qu'à la langue, ça cède. Et c'est déjà arrivé sur certains cas. J'ai pu tester sur mes collaborateurs, par exemple, on a fait des tests comme ça n'a pas tenu longtemps. Donc, on va passer sur une résistance mécanique plus forte, qui reste malgré tout intéressante, hein, et avec une esthétique intéressante, et on va stratifier en vestibulaire. On a des résultats esthétiques très, très jolis, et mécaniquement, on a quelque chose d'intéressant, et on n'a pas de pouvoir abrasif. La zircone, aujourd'hui, la zircone, les monolithiques zircon, pour moi, c'est un matériau exceptionnel. D'accord. Est-ce que vous avez une préférence pour la zircone multilayer monochrome ou colorée, la technique de coloration? Entre ces trois-là, qu'est-ce que vous utiliserez le plus ou vous utilisez le plus? Alors moi, j'utilise la multilayer qui est déjà teintée dans la masse, et ensuite, je vais aussi la colorer un petit peu avec des effets, mais très très peu. Très très peu. Mais les multilayers en dégradé, multicouches, elles sont très jolies. Moi, j'utilise celles de chez Katana ou de chez Opera, elles sont très 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 jolies. D'accord. Et Donc, pardon, allez-y. Oui, et pour des grosses reconstitutions, je vais utiliser la zircone de chez Zirconzan. Je vais prendre la Preto dispersive qui est en multilayer. C'est ce que j'ai montré au tout début de la conférence. Et là, j'ai stratifié seulement la partie gingivale, et tout le reste, c'est la coloration que j'ai faite avant sintérisation. J'ai apporté des caractérisations, un petit peu de bleu, de gris, un petit peu d'incisal, un petit peu de dentine si je veux marquer un peu le collet, mais pas grand-chose. Et ensuite, c'est un travail d'aquarelliste. On va travailler, donner cet effet de profondeur, de bleuté, de masse interne, mamelon, ce genre de choses. Et un matériau qui, pour moi, est très intéressant. À la suite de la première question, toujours qui concernait le parodonte et la zircone, il repose la question, dans ces conditions, est-ce qu'il est préférable d'utiliser du composite pour amortir ou l'utiliser comme amortisseur pour le parodonte? Des bridges en composite ou des couronnes en composite, surtout je pense pour les travaux sur implantoportés. Alors, ou est-ce que ça ne change rien? Oui. Je ne sais pas, je pense qu'on aura il y a quand même un petit amorti avec la résine. Ça amortit un petit peu les chocs. On n'a pas un choc qui va se transmettre directement sur l'implant. Au quotidien, nous, le plus, ça arrive qu'on me demande de faire des bridges implantoportés, tout zircone, haut et bas. Ça arrive. Mais ce n'est pas la majorité. La majorité, c'est on va faire le plus souvent un bridge implantoporté, tout zircone, full zircone, stratifié en vestibulaire au maxillaire. Et souvent, on va faire plutôt un composite ou une résine à la mandibule. Et alors, l'avantage que l'on a aussi, c'est que le fait de faire de la full zircone en occlusal, encore une fois, elle a un effet abrasif qui est très faible et elle va user beaucoup moins vite le composite ou la résine que si on avait stratifié en occlusal. Et ça, on le constate. D'accord. Je vais reformuler une question
parce que je pense, il pose la question sur la meilleure zircone à utiliser pour les enlaits et les facettes. Et cette question-là de zircone en facettes, elle revient souvent, aussi bien de prothésistes que de dentistes. Et j'aimerais bien profiter pour savoir si vous en faites des facettes en zircone. Et vous en pensez quoi de… Alors, moi, j'en fais pas. J'en fais pas. Pourquoi j'en fais pas? Parce qu'on a un meilleur collage avec du disilicate ou une pure feldspathique. Là, on a un collage. Si on va faire une facette qu'on va coller sur de l'émail, on a un collage exceptionnel. C'est vraiment super. La zircone, on commence à parler de collage avec certaines colles, mais je ne sais pas trop où on en est là. Je sais pas. Je sais que chez Zirconzan, ils le font. Chez Zirconzan, ils font des facettes de zircone. Et de ce que je vois, c'est joli. Maintenant, le collage, est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il tient dans le temps? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, on sait Il est aussi compliqué. oui, alors on sait aussi. Il est compliqué. Oui, à une période, on me disait que la zircone, c'était difficile à coller. Aujourd'hui, on sait que la zircone, selon les marques, mais souvent, elles ont 1% de verre dans la zircone. Ce n'est pas un matériau qui est dépourvu de verre, parce qu'on vient toujours mettre des additifs dedans. Et selon les marques, ils vont rajouter certains composants qui vont peut-être favoriser l'accroche et le collage, c'est possible. Je sais que chez Ivoclar, je crois qu'ils mettent au point un collage pour la zircone. Mais sinon, non, moi, j'en fais pas. Quand je fais des facettes, ça sera le plus souvent en disilicate. Pourquoi le disilicate et pas le feldspathique? Le disilicate qui rentre bien dans une production. Si je devais faire des facettes sur feuilles de platine ou réfractaire, ça demande beaucoup de temps et c'est beaucoup plus compliqué à le rentrer dans une logique de production. Et chez moi, je fais de l'esthétique, mais je fais aussi de la production. D'accord. Donc, l'érythrium est utilisé aussi dans la zircone. Comment? L'érythrium est utilisé dans la zircone. Oui. Donc, est-ce qu'il ne la rend pas instable sur le temps? Alors justement, non, c'est pour la rendre stable qu'on renforce en yttrium. Après, sur les monolithiques zircone, où là, on va charger davantage et on va aller vers le cubique, on va les rendre plus translucides. Oui. C'est une question que l'on peut se poser. Est-ce que le fait de faire… En faisant cela, on va augmenter les grains, on va les rendre plus gros à la zircone. Enfin, on va les rendre plus translucides, ils sont un peu plus gros. Donc là, on se pose la question de savoir est-ce que dans le temps, est-ce qu'elles ne vont pas être moins résistantes et elles ne vont pas vieillir plus rapidement? C'est une question que l'on va découvrir, on ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que, je veux dire, parce que j'ai vu une autre étude comme quoi l'yttrium, c'est une matière volatile et que la zircone sur le temps, quand elle est en contact surtout avec l'air, si elle n'est pas parfaitement hermétique, donc d'où l'intérêt d'une bonne étanchéité cervicale, tous ces facteurs font que la zircone devient plus fragile avec le temps. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Là, il y a eu une polémique là-dessus sur les protèges de hanches. Mais d'abord, ce n'était pas la même zircone. Exact, tout à fait. Oui, et puis elle n'était pas protégée comme nous. Alors chez nous, donc, dans le dentaire, tous les matériaux qu'ils soient, avec le temps, vieillissent et perdent de la force, un petit peu de force mécanique. Dans les études sur la zircone, on a vu qu'on perdait, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Et ensuite, nous, on a un avantage, c'est que souvent notre zircone, ou elle est recouverte de céramique, donc elle est protégée, ou alors on va la glacer, on va faire cette couche d'émail, qui est assez épaisse en fait, hein. C'est quelque chose d'assez épais, qui va la protéger également. Donc après, mais mécaniquement, on a des résultats qui, sur 10 ans, on a des matériaux qui résistent très très bien. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez de la disilicate pressée sur zircone? Alors, je ne connais pas. Jean-Pierre en a parlé, je pense, mais je ne connais pas. Je ne presse pas du disilicate sur zircone. Permettez d'intervenir, les amis. Ah oui, Oui, Jean-Pierre. bonjour. C'était un peu mon cheval de bataille. Oui, Jean-Pierre. Donc, je peux en parler parfaitement bien. D'abord, ce n'est pas du disilicate de lithium qu'on presse parce que ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que ce n'est pas des lingotins d'IMAX qu'on presse. Ce sont des lingotins en fait, de céramique fluoroapatite. Et en fait, c'est la céramique de stratification de l'IMAX qui en fait a été cuite et qui est sous forme de lingotin qu'on va ramollir pour la presser.
mais ce n'est absolument pas du disilicate de lithium parce que le disilicate de lithium, il n'est pas compatible avec la zircone. Donc, on ne peut pas presser dessus. Donc, il faut presser avec des lingotins, mais des lingotins de zirpress. Et le zirpress, c'est de la céramique fluoroapatite. Voilà. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Bien. Aussi bien esthétique au niveau Ça marche dureté, bien. fiabilité, je veux dire. On travaille là-dessus. Et puis, bon, après, c'est vrai que le volume de la zircone a tellement augmenté qu'on n'a plus fait de presser, parce qu'en fait, ça demande beaucoup de mise en œuvre qui est quand même compliquée. Mais c'est vrai que ça marche très bien et l'adhésion est nettement améliorée, c'est évident. Ouais, tu l'avais montré la dernière fois. Ne t'énervez pas Ouais. plus. Non, mais c'est bien. Merci, Bon, Jean-Pierre. c'est très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci, José, pour cette précieuse intervention. S'il y a d'autres questions, on vous les laissera dans le fil d'actualité de la conférence. Très bien. Si vous avez un petit moment plus tard, vous prendrez le temps de répondre aux questions. D'accord, je le ferai. J'espère qu'on aura très bientôt l'occasion de vous accueillir au Maroc. Vous êtes portugais, j'ai visité le Portugal, c'est un pays que j'aime beaucoup. Donc, j'adore et je vois que nos deux cultures ne sont pas très loin. C'est des gens très accueillants, ouais, très accueillants, et qui ont le bon sens de l'hospitalité. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et moi, il me tarde de venir chez vous. Ben, ça sera toujours avec grand plaisir. Jean-Pierre, il a disparu, mais je profite pour lui faire un petit coucou Non, mais et lui dire dans votre... salut Jean-Pierre, Non, non. je suis pas le seul à t'aimer. Apparemment, c'est tout le monde. On peut pas connaître Jean-Pierre et ne pas l'aimer. Au plaisir de se retrouver à Marrakech tous ensemble, c'est ça qui va être bien. Ah oui. Ah oui, comme on dit chez nous, Inch'Allah. J'espère que partie remise, ça sera pour la semaine, l'année prochaine. Je profite avant de terminer de vous montrer que pour la semaine prochaine, on aura deux conférences avec une conférence avec le mercredi avec Firas Dabo de l'agence arabe 2. C'est une conférence sur la technique bien particulière à lui, la technique pour les céramiques, plutôt les facettes, pour pouvoir réussir les facettes pressées avec une technique très simple et avoir un résultat très esthétique. Le samedi prochain, comme d'habitude, on aura le plaisir d'accueillir Sébastien Martini et qui nous parlera des matériaux et des techniques au service de l'esthétique. Merci beaucoup à vous tous. Ce fut un plaisir de vous accueillir et à très bientôt, j'espère. À très bientôt. À très bientôt, les amis. Ciao. À bientôt, Jean-Pierre. Merci. Merci. Bravo. Ciao, merci. Au revoir. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.